she smiles up soft and gentle with a trace of misty morning and a promise of tomorrow in her eyes. I just can't help believing when she's lying close beside me and my heart beats with the rhythm of her sighs. This time the girl is gonna stay. This time the girl is gonna stay for more than just a day. I just can't help believing when she slips her hand in my hand, and it feels so small and helpless that my fingers fold around it like a glove. I just can't help believing when she's whispering her magic and her tears are shining honey sweet with love. This time the girl is gonna stay. This time the girl is gonna stay. This time the girl is gonna stay for more than just a day. Just a day. Oh, I just can't help believing. Oh, I just can't help believing. One more time. Oh, I just can't help believing. Okay, one more. Oh, I just can't help believing. For more than just a day. Oh, I just can't help believing when she slips her hand in my hand, and it feels so small and helpless that my fingers fold around it like a glove. I just can't help believing when she smiles and whispers magic, and her tears are shining honey sweet with love. This time the girl is gonna stay. This time the girl is gonna stay. This time the girl is gonna stay for more than just a day. Oh, I just can't help believing. 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 Just pretend I'm holding you and whispering things soft and low, and think of me, how it's gonna be.
D'aussi loin que je me souvienne, nous avons toujours été là. Puis les humains sont arrivés et se sont installés. Nous les avons alors nourris et en échange, nous pouvions voyager avec eux. Et quand il l'a fallu, nous les avons aidés à se protéger. Avec nos branchages, ils construisaient des plesses. Ils établirent un nouveau fief, Plessiacus, du latin car c'était en l'an 839. Aujourd'hui, on dirait plutôt le Plessis, près de Châtenay. En 1112 est construite l'église au-dessus du vieux Plessis, dont je peux toujours voir le clocher de là où je suis. Les humains ont toujours aimé nommer ce qui les entoure. Ainsi, un seigneur du Plessis, le sieur Raoul, le rebaptise en 1186 de son propre nom, le Plessis Raoul. En 1412, Jean Piquet de la Haye, trésorier du roi, fait édifier un château où il accueille son amante, la reine Isabeau de Bavière. Le village change de nom, le Plessis Piquet. Le fief et le château vont ensuite passer de main en main, de seigneur en seigneur. À cette époque, le village reste bien tranquille. Ses habitants sont surnommés les hiboux à cause de leur vie rustique au milieu des champs et des forêts. Un mode de vie qui ne change pas, même après l'arrivée des moines feuillants en 1614 et la construction de leur vaste couvent. Ou le creusement en 1682 d'un étang par Colbert pour alimenter en eau les fontaines de son château de Sceaux. Proche de la cour de Versailles, le fief attire alors un autre grand seigneur, Pierre de Montesquiou d'Artagnan, le cousin du fameux mousquetaire d'Alexandre Dumas. Mais ruiné par son train de vie, la famille d'Artagnan se sépare du château, qui passe de main en main jusqu'à la Révolution, où il est vendu en bien national. En 1790, la commune change encore une fois de nom et s'appelle le Plessis-Liberté. L'église devient un temple de la raison et on plante un de mes cousins, un arbre de la liberté. Après la période de terreur, le Plessis retrouve sa tranquillité en même temps que son nom du Plessis-Piquet en 1801. Les propriétaires du château se succèdent, jusqu'à Louis Hachette, le plus grand éditeur de son temps, qui devient maire en 1856. Son fils, Georges Hachette, fournira des livres à la bibliothèque ouverte en 1884, devenue aujourd'hui le centre administratif municipal. Il édite aussi des œuvres très en vogue à l'époque, les histoires de Robinson Crusoe. Notamment le Robinson suisse, qui, échoué sur une île, construit un abri dans un arbre pour protéger sa famille des bêtes sauvages. C'est là que Joseph Guesquin, en 1848, a l'idée d'aménager une guinguette, mais pas n'importe où, sur mon grand frère, un châtaignier qui poussait dans le Val d'Aulnay. Baptisé le Grand Robinson, son succès est immédiat, et d'autres guinguettes fleurissent tout autour de lui. Le tout Paris vient s'encanailler, boire, danser et s'amuser. Dans nos branches, les clients peuvent déjeuner tranquillement. Leurs repas sont montés dans des paniers grâce à un astucieux système de poulies et retrouver leur âme d'enfant ou rêver d'aventures exotiques à dos d'âne. Les humains donnent à ce quartier le nom de Robinson. Devenu aussi important que le vieux village, en 1909, le maire Paul Jaudet rebaptise la commune en mariant le Plessis avec Robinson et dessine entre les deux le boulevard de l'Union, aujourd'hui l'avenue de la République. Avec ses 600 habitants, c'est le plus petit village de la première couronne parisienne. Le Plessis-Robinson est né. Malheureusement, la Première Guerre mondiale débute et voit la mort de nombreux enfants du pays, notamment des jeunes juifs de l'école d'horticulture. En 1917, l'Office des habitations bon marché de la Seine fait construire une cité-jardin, offrant aux ouvriers un cadre de vie sain et naturel. Henri Sellier recrute l'architecte Maurice Perret d'Ortail pour dessiner un projet novateur au Plessis-Robinson. Ce sera la Cité Basse. On vient de loin y habiter. Autour de l'étang Colbert se développent également des lotissements qui grimpent sur le coteau. Le village passe alors de 1000 habitants en 1921 à plus de 4700 en 1931. Après ce succès, la cité haute est lancée, mais plus grande et massive, elle a du mal à trouver preneur. Et c'est la gendarmerie mobile qui viendra occuper ces logements à partir de 1936. Le Plessis-Robinson devient une ville de garnison. La Seconde Guerre mondiale éclate, puis vient l'occupation avec ses drames et ses victimes. Grâce à la résistance, le Plessis-Robinson se libère dès le 21 août 1944. Le maire vichiste remet les clés de l'hôtel de ville au président du comité de libération, Pierre Bailly. Toute la ville danse dans les rues. En 1945, le communiste Robert Levol remporte les élections. C'est le temps du baby-boom et de la reconstruction. Les derniers champs du Plessis-Robinson sont vendus pour construire les grands ensembles du plateau. La population double en 20 ans et il faut construire des écoles en urgence. Après le sommet du centenaire de Robinson en 1948,
la mode des guinguettes commence à décliner. Même si en 1967, une jeune vedette, Johnny Hallyday, tente de les relancer sans succès. La dernière guinguette emblématique du Grand Arbre fermera en 1976. Le maire communiste suivant, Robert Joly, poursuit la même politique que son prédécesseur. Mais la crise économique s'installe. Incapable de payer ses loyers, la municipalité se lance dans une guerre ouverte avec l'office HLM des Hauts-de-Seine. Faute d'entretien, la ville et le parc HLM se dégradent. La population diminue et les petits commerces ferment. Grâce à son expérience en gestion de logements sociaux, Philippe Pemzec, un jeune candidat gaulliste, propose des réponses concrètes et remporte les élections municipales de 1989. C'est une véritable rupture avec les décennies précédentes. Il embellit la ville, la plaçant en 2005 au premier rang européen des villes fleuries. Une nouvelle politique urbaine est lancée autour des espaces verts et de l'eau dans tous les projets, avec un retour à un urbanisme à l'architecture classique dans laquelle les logements sociaux se fondent dans le parc privé sans distinction possible. Une même et haute qualité de vie pour tous. C'est la réussite de la mixité sociale. Inspiré par l'architecte François Spoeri, le père de Port-Grimaud et de l'architecture douce, un nouveau cœur de ville se développe autour du clocher et du château. Tout comme l'architecture douce ou classique dans les quartiers en reconstruction, le bois des vallées, la cité haute qui deviendra la nouvelle cité jardin. Construite autour d'une rivière artificielle, elle sera largement récompensée en France et en Europe. Avec le soutien actif du département et l'appui déterminant de son président Charles Pasqua, le parc social est rénové à partir de 1990, réhabilité ou progressivement démoli et reconstruit, ainsi que les écoles, les collèges et leurs gymnases. En 2006, la reconstruction du marché complète le pôle commerçant autour du cœur de ville, le rendant encore plus attractif. L'arbre que je suis est toujours bien entouré. J'ai beaucoup de petits frères qui ont poussé autour de moi, dans les jardins de l'Hôtel de Ville, de Robinson et de Certillange. On a même recréé une guinguette dans un arbre du parc du Moulin Fidèle, comme à la belle époque. En 2016, Jean d'Ormesson inaugure la Maison des Arts, offrant une nouvelle dimension à la pratique culturelle et artistique de la ville qui continue sa transformation avec la reconstruction des quartiers ouest avec une véritable mixité urbaine. Habitat, bureaux, sport et loisirs. L'église Sainte-Marie-Magdeleine, à l'architecture brutaliste, va être reconstruite pour être plus traditionnelle, accueillante et agréable aux fidèles. Le Plessis-Robinson, longtemps isolé, est maintenant traversé par le tram T10 et le maire s'est engagé pour le prolongement de la ligne 4 du métro jusqu'à Robinson. Aujourd'hui, les Robinsonnais sont près de 30 000 à vivre dans une ville classée numéro 1 en Île-de-France pour son niveau de sécurité et pour sa politique familiale. Profitant également d'événements réguliers ou exceptionnels toute l'année, comme la fête des guinguettes, les cloches de Robinson, courses en fête et les féeries de Noël. Ainsi va la ville, entre la nécessaire ouverture au monde moderne et l'affirmation de nos traditions par une belle architecture et l'histoire locale. On a transformé cette ville depuis 30 ans et aujourd'hui c'est une ville qui est très recherchée. Le fleurissement, le verdissement, la propreté, la sécurité, la mixité et puis surtout la belle architecture classique. J'ai planté mes racines dans une commune de banlieue peu ordinaire qui a dans ses héros d'Artagnan et Robinson, deux des grands mythes contemporains. Ce petit village du Plessis, Raoul, Piquet, Liberté, puis Robinson, situé à 8 km de Paris, a évolué tout en conservant son esprit village, son identité et la fierté de ses origines, nobles et paysannes, travailleuses et festives. Devenue une véritable ville, nichée dans un écrin de verdure, c'est un lieu où l'on s'enracine, on s'y sent bien et on peut y vivre heureux. Et chouette ce petit film, non? Bravo à ceux qui l'ont réalisé. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la Maison des Arts. Et je suis heureux de voir qu'il y a ce soir beaucoup de monde, comme hier d'ailleurs. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. Et le fait que vous soyez nombreux, ça prouve qu'en ces temps un peu compliqués pour notre pays, eh bien, les gens sont heureux de se retrouver ensemble et de partager des moments de convivialité.
Et ça me laisse à penser qu'on a bien fait d'amplifier les décorations à l'occasion des fêtes de Noël, parce que ça marque d'abord qu'on est très attaché à nos traditions, puis ça crée un décor où l'on se sent bien, et c'est important dans sa ville de se sentir bien. Alors maintenant, je vais appeler mes élus qui sont là, qui piaffent d'impatience. J'embrasse pas Jacques parce qu'il a la grippe. J'ai pas envie qu'il me la refile. Bon, alors je voulais remercier mes élus parce que ils sont très investis à mes côtés et c'est vrai qu'en tout cas on est très investis pour la ville, pour nos habitants et donc je les remercie d'être à mes côtés. Je les remercie pour le travail formidable qu'ils font. Je remercie également les services, parce que les services font aussi un excellent travail, ainsi que tous les agents communaux, bien sûr, parce que tout ce changement ne se fait pas tout seul. Il faut une équipe pour décider, mais il faut aussi des gens pour réaliser ces transformations. Donc, merci pour eux. Donc, il est de tradition, lorsque l'on présente ses vœux, eh bien, de faire le bilan de ce qui s'est passé l'année 2024, l'année précédente, et donc c'est ce que l'on va faire maintenant. C'est vrai que c'est une année qui a été un peu agitée, en tout cas sur le plan national, mais aussi ça a été une année pleine d'émotions. Qui l'eût cru? Certains, d'ailleurs dont je faisais partie, craignaient le pire pour ces Jeux Olympiques, et puis en fait, eh ben, ça a été un immense bonheur, ça a été un grand moment d'émotion, dans une capitale miraculeusement redevenue propre, sûre aussi, il y avait des policiers partout, il n'y avait plus de voitures, donc on était en totale sécurité. Et Paris avait retrouvé son éclat. Un peu une parenthèse enchantée. Et puis il y a eu le passage de la flamme au Plessis-Robinson, donc avec des gens venus nombreux pour soutenir cette flamme. Et puis, on n'a pu que se féliciter de tous ces résultats extraordinaires. Je pense à Antoine Dupont, je pense à Léon Marchand, ce nageur incroyable, Teddy Riner, ce judoka d'exception, Aurélie Aubert, puis il y a le volley aussi qui nous a transportés, le cécifoot, et puis tous ces drapeaux, toutes ces Marseillaises à tue-tête. Donc c'était dans un pays fier de ses talents et dans un pays qui a fait nation le temps de ces Jeux Olympiques. Et puis au Plessis-Robinson, eh bien, on a aussi vibré puisqu'on a eu des champions. On a eu deux médailles d'or pour des gens qui sévissent au Plessis-Robinson. Quentin Geoffroy, qui est le central du volley club, et qui s'est révélé comme un des meilleurs serveurs du monde au sein de l'équipe de France. Et donc on est fiers de ce résultat. Puis il y a aussi eu Thomas Perroton d'Arte, notre cycliste paralympique, qui a décroché une belle médaille d'or en contre-la-montre et qui a failli en décrocher une deuxième dans la course en ligne. Enfin, j'imagine que tout ça, vous l'avez parfaitement mémorisé, que vous avez suivi ces Jeux avec attention. Et en tout cas, 2 médailles d'or pour une petite commune comme la nôtre, eh ben, c'est une belle récompense sportive. C'est la preuve que, oui, il mérite d'être applaudi, oui. Et c'est vrai que par tout ce que nous faisons dans le domaine du sport, eh bien, petit à petit, on devient une des villes les plus sportives de France, avec des athlètes dont je viens de parler, et avec des clubs de haut niveau. Je pense au volley, je pense au Racing, et puis au PSG Judo qui vient d'arriver dans notre ville. Bon, alors en ce moment, le volley et le Racing ne font pas des merveilles. Mais le volley a gagné hier. Bon, mais il va falloir que... Tout de même. Et puis on pratique aussi, il y a le sport pour tous dans nos rues, nos bois, dans nos équipements qui sont rénovés. C'est vrai qu'on a des équipements sportifs de bon niveau pour que chacun bien, puisse pratiquer selon son niveau, que ce soit pour se détendre, mais aussi pour se surpasser. Et puis il y a aussi la politique du sport à l'école.
qui encourage nos jeunes à faire du sport. Il y a le judo, l'opération Une ville, un sport, un champion. Il y a aussi la natation, le volley et le rugby qui mènent des actions dans nos écoles et on ne peut que s'en réjouir. Tout ça pour en fait faire en sorte qu'au Plessis on se sente bien, que le bien-être soit un peu le maître mot de notre action au quotidien. Souvent, je le dis, je le répète, souvent les gens m'interpellent et me disent « au Plessis, on se sent bien ». Et c'est vrai que c'est quelque chose 4 mots qui sont importants pour moi. Je suis content de savoir que les Robinsonnais sont bien et se sentent bien dans notre ville. Alors on a lancé l'année dernière le premier salon du bien-être pour que les Robinsonnais se sentent encore mieux dans leur vie, mais aussi bien sûr dans leur ville. Et on va aller encore plus loin puisque dans le quartier Novéos, on va réaliser un centre de remise en forme que vous voyez là apparaître. Alors je vous l'avais montré l'année dernière. Là, vous voyez vraiment le projet. Donc c'est un hôtel avec un restaurant sur le toit et en dessous, il y a tous les endroits où les gens vont se faire soigner et puis faire tout ce qu'il faut pour être en pleine forme. On y accueillera aussi bien des sportifs de haut niveau que des personnes venues simplement se ressourcer. Voilà, donc c'est important parce que c'est très en lien avec la politique sportive. Ça s'inscrit bien. Même chose, on voudrait aussi faire une école préparatoire pour des jeunes talents sportifs, mais qui sont aussi brillants dans les études. Aujourd'hui, en France, c'est difficile de concilier les deux. Alors souvent, nos jeunes partent aux États-Unis. Donc au Plessis-Robinson, on va créer dans les mois qui viennent une école préparatoire, une prépa, ce qu'on appelle une prépa, pour que nos jeunes puissent rester en France et que les grandes écoles offrent un aménagement des horaires pour que ces étudiants-là puissent rester chez nous et en même temps poursuivre leur activité sportive, mais aussi intellectuelle. Et vous voyez que l'architecture, elle est très belle, enfin je trouve, et parce que je crois que c'est important, l'architecture aussi, ça participe énormément du bien-être. Alors le Plessis-Robinson s'est aussi engagé, donc est très engagé sur ces questions de bien-être, de santé mentale. Alors j'aime pas beaucoup l'expression santé mentale, mais en même temps, c'est le bien-être, c'est-à-dire bien dans sa tête grâce aux pratiques culturelles, bien dans son corps grâce au sport et à la remise en forme, bien dans sa ville, la ville qui est quand même de plus en plus belle, accueillante, harmonieuse, fleurie, animée, et bien dans sa vie. Alors ça, c'est bien sûr plus personnel, mais je crois que le fait d'agir sur tous les autres éléments participe au bien-être et donc participe aussi à la bonne santé mentale. Donc c'est essentiel. Et je crois que l'architecture, d'ailleurs aussi, participe à la santé mentale. Le Plessis a aussi été confirmé cet automne dans sa 4e fleur, c'est-à-dire qu'on fait partie des villes les mieux fleuries de France. Jacques ? La plus fleurie de France. Et on a aussi trois fleurs d'or. On a 3 fleurs d'or. Il y a juste un truc qui manque, c'est votre investissement à vous personnel. Ce serait pas mal si au moment de l'été, vous fleurissiez un peu vos balcons, vos jardins. Et ça serait pas mal si au moment de Noël, vous décoriez un peu plus vos balcons. Parce que la ville fait des efforts, mais il faudrait que les Robinsonnais en fassent aussi un petit peu. Une petite guirlande, un petit pot de fleurs sur le balcon. Bon, c'était un petit message. En tout cas, le fait de fleurir la ville, ça a des vertus. Ça met de la couleur sur la verdure, parce que vous savez qu'on a une ville très verte, mais la couleur, ça donne un peu de gaieté et de la joie de vivre. Ça favorise la reproduction de certains insectes, les papillons, les abeilles. C'est pour ça qu'on a procédé à la distribution de graines de plantes mellifères, ce qui permet donc de produire l'excellent miel robinsonné. Et puis, accessoirement, ça permet d'attirer les gens des villes voisines qui se disent « tiens, c'est pas mal le Plessis », et donc peut-être de nouveaux habitants qui vont acheter, qui vont s'installer et qui, évidemment, vont aussi consommer, ce qui fait vivre nos commerces. On est aussi, mais ça vous le savez, j'imagine, en pleine période des états généraux de la ville durable. Ça fait une dizaine d'années qu'on est sur le sujet, enfin bien plus en réalité, mais on l'a formalisé par un certain nombre d'actions. Et des ateliers ont lieu à l'automne sur ce sujet. Il y a un 3e livre qui va sortir et qui sera joint bientôt au prochain Petit Robinson. Et entre 2 livres verts, eh bien, il y a pas mal de choses qui sont faites. Je pense au budget participatif, je pense au développement du plan vélo, nous progressons. Il y a le travail aussi autour de la cause animale. Et puis, il y a la journée du développement durable, auquel
vous êtes sans doute un certain nombre à participer. Et l'an dernier, c'était sur le thème de l'eau, qui est quelque chose évidemment d'essentiel. Je ne reviens pas sur le PPP voirie, qui est sans doute pour moi, en matière de développement durable, c'est l'action la plus pertinente. Autant je crois peu aux éoliennes, autant je crois aux panneaux solaires, parce que le soleil, c'est une énergie qui ne coûte rien, donc à nous de savoir la capter et de l'utiliser. Mais c'est vrai que le PPP voirie, c'est vraiment très vertueux, parce que ça nous permet d'économiser beaucoup d'eau et beaucoup d'électricité, puisqu'on a économisé 60% sur la note d'électricité, ce qui est énorme, 60%. Ce qui nous permet de faire, ayant tout passé au LED, d'excellentes décorations de Noël, qui durent un peu plus longtemps. Et je voulais en profiter pour féliciter Christophe Amiot, parce que c'est lui le... Lève-toi, Christophe, lève-toi. Et je n'ai pas parlé des cours d'école arborés, c'est vrai qu'on en a inauguré il n'y a pas très longtemps, grâce au territoire. Alors, oui, je n'ai pas excusé les personnalités qui ne sont pas là, puisqu'elles étaient là hier, et qu'il y a plein de vœux partout dans les Hauts-de-Seine et en région Île-de-France. Et donc, que ce soit Georges Chiffredi, notre président du Conseil général, que ce soit Jean-Didier Berger, notre député, où il y avait aussi le vice-président de la métropole hier, Éric Césari, et le sous-préfet qui était là. Donc, toutes ces personnes ne peuvent pas revenir deux fois, bien sûr. Donc, ça fait moins de discours, on va gagner du temps. Oui. On ira plus vite au buffet, oui, c'est ça. D'accord. Donc, ok, tout à fait, tu as raison. Mais donc, je remercie Jean-Didier Berger, parce que les cours d'école fleuries, arborées, c'est le territoire qui les finance maintenant. C'est lui aussi qui finance tout ce qui est assainissement. Et le Conseil général, j'en parlerai tout à l'heure, qui nous a financé notre collège. C'est parce qu'on a une bonne vice-présidente. Ah oui, Nathalie Léandry et Benoît Blot. Vous pouvez vous lever tous les deux. Nathalie est vice-présidente au Conseil général, chargée de la reconstruction des collèges. Nous avons un collège qui se reconstruit. Donc merci, Madame la vice-présidente. Et merci, Benoît, pour les travaux d'assainissement, pour tout ce qui est fait sur le plan du développement durable, car il est très actif sur ce sujet. Alors, donc on a continué donc, à investir, disais-je, et même à un rythme assez soutenu. Grâce au soutien, je l'évoquais à l'instant, du Conseil général et de son président Georges Chiffredi, qui était le maire de Châtenay, qui est le Conseil général de notre canton, Plessis, Châtenay-Malabry, et puis grâce au territoire présidé par Jean Didier, enfin qui ne l'est plus d'ailleurs, parce que maintenant qu'il est maire depuis quelques jours, il a dû abandonner la mairie à Yves Coscas, et il a dû abandonner le territoire normalement, si tout se passe bien, au maire de Châtenay qui devrait lui succéder. Alors, le renouvellement urbain, c'est évidemment quelque chose d'essentiel pour l'avenir d'une commune. Et donc récemment, eh bien, on a inauguré l'école François Patrick. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous étaient présents. Et donc, sur nos 8 écoles, eh bien, ça fait 5 de totalement rénovées, 2 de totalement remises en état. Il n'en reste plus qu'une en réalité à remettre en état, c'est l'école Henri Vallon, tâche auquel on va s'achever dès que tous les équipements autour de François Patrick seront livrés. Et puis il y a eu un autre grand chantier, financé également par le territoire, c'est la remise en état de la rue Fourcade. Ça a été long, mais elle est magnifique cette rue aujourd'hui, et ça a été long parce que c'est très compliqué, il fallait aller creuser, je crois, 7-8 mètres, enfin, ça a été quelque chose d'infernal, donc c'est vrai que c'est un chantier compliqué. Alors, cette rue n'était pas traitée dans le cadre du PPP, mais a obéi au même principe, c'est-à-dire qu'on a refait tous les réseaux en dessous, ce qui fait que normalement, on n'aurait plus à avoir à y toucher. On a aussi évidemment rénové la chaussée, les trottoirs, les plantations d'arbres, le mobilier urbain et l'éclairage, bien évidemment. Tout a été pensé pour être beau et efficace. Et puis, il y a eu une grosse concertation au travers de la remise en état de cette voirie. En 2024 également, le journal Le Parisien, mais pas seulement lui d'ailleurs, nous a classé numéro 1 en Île-de-France pour la sécurité. Ça, c'est pas mal. Très important. Et une étude qui est basée sur les chiffres du ministère de l'Intérieur nous a classé au premier rang des villes les plus tranquilles de France en 2024. Et je voulais féliciter le patron de la police municipale qui se cache là, Jean-Marc, pas en avant.
Le secret de cet homme-là, c'est la discrétion, pour une meilleure efficacité. Et alors, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette miracle. Hein, il faut une volonté municipale, de faire de la sécurité une des actions prioritaires de la ville. Cela grâce à 30 policiers municipaux qui travaillent 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365. On a aussi 8 ASVP qui surveillent les écrans de télé et 6 à la brigade de la protection de l'environnement. Voilà, ce qui fait qu'on a 44 personnes affectées aujourd'hui à la sécurité. On a 197 caméras vidéo, sans doute parce qu'il y en a 3 en panne, parce que je croyais que c'était 200. Donc il faudrait qu'elles soient réparées rapidement. Et il y en a 66 qui vont être installées au cours de l'année 25. Et il va y avoir aussi une connexion entre les caméras de l'office départemental et la ville. Et donc ça va vraiment nous permettre de couvrir toute la ville et d'être encore plus efficace en matière de sécurité. Et vous le savez, la sécurité pour moi c'est quelque chose d'essentiel parce que je considère vraiment, je le redis aussi, que c'est la première des libertés. Voilà. Et puis je vais faire un tout petit peu de politique. Je me félicite du tandem Retailleau-Darmanin, que je connais bien tous les deux, parce que je pense qu'il faut vraiment que ces deux-là marchent main dans la main si on veut aboutir à des vrais résultats. Il faudra aussi peut-être s'émanciper de l'Europe un petit peu, qui est très contraignant, mais ça, c'est pas gagné. En tout cas, notre objectif, c'est de faire de notre ville un îlot de tranquillité, une sorte d'écosystème, comme elle l'est en matière d'environnement. Et nous y tenons. Et c'est aussi pour ça que nous avons créé, en matière d'environnement, un verger pédagogique, avenue Paul Langevin. Le voici, le voilà, sur les écrans. Et nous avons été obligés de vider la rivière parce qu'il y avait des fuites. Ce sont les animaux, en fait, qui ont provoqué des fuites à un certain nombre d'endroits. Je pense à des rats, probablement, ou le ragondin d'Amérique. C'est ça? Hein? Ah non, c'est les écrevisses d'Amérique. Les ragondins, enfin, voilà, que les animaux s'en mêlent, nous font des trous partout, et ça provoque des fuites dans les parkings. Alors, donc on a vidé la rivière, on fait ça en plusieurs tranches, et on répare la rivière pour éviter tout cela. Voilà. Et ne vous inquiétez pas pour les poissons, ils ont eu droit à aller à l'hôtel des poissons. Donc, ils vont revenir après ce séjour à l'hôtel. D'ailleurs, on le voit là sur la photo de gauche. Donc, on travaille au quotidien à faire du Plessis une ville souriante, accueillante, pas seulement avec les fleurs. Les personnes handicapées sont aussi accueillies chez nous et on a cet automne signé une charte Parasport 92 pour faciliter l'accueil des personnes handicapées dans l'ensemble des clubs sportifs. Les entrepreneurs et les acteurs locaux se retrouvent au sein du salon E de l'entrepreneuriat local qui favorise les circuits courts. Des animations ont été créées l'an dernier pour les familles, comme les Espace Games ou les amateurs de véhicules anciens. Et le programme d'animation culturelle se veut, qui est très suivi d'ailleurs, notre salle est souvent pleine à l'occasion des spectacles. Les gens ne se déplacent plus à Paris, c'est trop compliqué Paris d'y aller. Bon, je ne vais pas dire de mal de mon... donc un programme très ouvert, très éclectique, mais pour tous les milieux, à tous les âges et pour toutes les formes d'expression. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu 2024, eh bien on va se tourner vers 2025. Alors on a 3 sujets un peu compliqués au Plessis, bien sûr. L'accès au transport en commun, même si on se soigne ou qu'on s'améliore, le lycée et le commerce de proximité. Alors évidemment, on met pas mal d'énergie sur ces 3 sujets, mais c'est un peu... c'est compliqué face à la concurrence de Vélizy et puis du commerce en ligne également. C'est vrai que nos petits commerçants souffrent, pas seulement au Plessis. Donc, nous avons bien conscience qu'il faut renforcer et élargir notre pôle commerçant. Alors, en centre-ville, ce projet-là, je vous l'avais déjà montré à gauche. Donc, ça y est, là, le manège a été déplacé et aménagé dans le jardin de Robinson. Et donc, là, cette année, ça va démarrer. Donc, on va commencer les travaux là, dans quelques mois. Soyons prudents. On ne maîtrise pas tout dans ce pays. Et les procédures administratives sont souvent compliquées. Donc, avenue Charles de Gaulle, donc ça, c'est le projet que je vous avais montré l'an passé. Et puis, dans le bas du Plessis, parce que ça nous est souvent réclamé, ça, c'est le projet de la fontaine du Moulin qui va être réalisé à la place de Marie-Lane Long. Il faut d'abord que Marie-Lane Long soit finie, que les plateaux techniques soient déplacés. Alors, hier, il y avait aussi le directeur de Marie-Lane Long qui était là, qui n'est pas là, non, lui non plus aujourd'hui, mais qui nous a fait l'honneur de sa présence. Et donc, on va réaliser une supérette. Là, vous la voyez en bas à droite, en bleu, c'est une petite supérette. Donc, les gens qui réclamaient une supérette dans
dans le bas du Plessis, eh bien, ils vont être satisfaits. Sauf que c'est comme une vraie question, comme il y en a une qui n'est pas loin, qui est juste près du métro à Châtenay, c'est-à-dire il va y avoir 200 ou 300 mètres entre les deux, j'espère que celle-ci fonctionnera. On essaiera de détourner les gens de Châtenay vers le Plessis-Robinson. Voilà, et les gens du quartier Colbert sont priés de faire vivre cette supérette. Voilà. Dans le centre-ville, puisqu'on parle un peu puisqu'on parle commerce, normalement il y a un marchand de fruits, ça y est, qui a signé le bail là, à côté du boucher. Donc ça y est, il va aménager son commerce et bientôt s'installer. Et le resto indien qui est en face devrait avoir fini ses travaux et normalement ouvrir dans la huitaine. J'espère que, parce que ça fait un moment qu'il nous dit ça, mais ça y est, il semblerait que ça vient. Et là, c'est un restaurant indien de meilleure qualité que celui que nous avions avant. Alors maintenant, j'en viens à la place des commerces dans le quartier Novéos. Donc on va vous passer un petit film pour vous montrer ce que ça va être. Normalement. Architecture très classique. Des commerces à tous les pieds d'immeubles. De l'eau et des plantes. Et des terrasses de café. Architecture très classique en tout cas, avec les bandeaux, les bossages, les balcons, les corbeaux, enfin tout ce qui embellit une façade, les volets. C'est très italien, comme un peu l'ensemble de ce futur quartier. Bon, c'est un projet, ça veut dire qu'il peut bouger un petit peu, mais globalement, ça sera dans cet esprit-là. Alors, le quartier Ledoux maintenant. Vous vous souvenez, avant, il y avait une tour disgracieuse, laide. Eh ben, on a réussi à la casser, et à la place, on a construit un quartier qui est quand même beaucoup plus joli, avec cette architecture traditionnelle, des toits, tout ce qui fait l'architecture classique. Alors, la scène 1 est achevée. Il y a un immeuble qui est un peu haut, sur l'avenue Paul Langevin. D'ailleurs, je trouve que 7-8 niveaux, c'est trop haut. On va redescendre à 6 niveaux pour calmer un peu les choses. 6 niveaux, ça va, mais 7-8 niveaux. 7 niveaux dans les angles, par exemple, OK. Ou de temps en temps pour créer un épanelage, mais je crois que 6 niveaux, c'est pas mal. La scène 2, donc, qui sera terminée à la mi-25, et il ne restera plus que la scène 3. Voilà, donc ça va être un joli quartier. Notez l'architecture, toujours cette volonté de faire du classique. Et ici, il y a du logement social, du logement privé, du logement intermédiaire, mais on ne voit pas la différence, c'est la même architecture pour tout le monde. Le beau pour tout le monde, c'est notre slogan. Voilà, c'est en tout cas le modèle que je veux développer dans tous ces quartiers, en partenariat avec l'État et Hauts-de-Seine Habitat, puisque ça concerne tous ces partenaires, bien sûr. La même architecture douce, une trame verte et bleue, donc de la verdure, de l'eau, ça c'est très important. Des parkings qui sont enfouis, parce qu'aujourd'hui, vous regardez un quartier comme Albert Thomas, vous avez des immeubles, mais vous n'avez pas de parking enterré, donc vous avez des immeubles, beaucoup d'espace consommés par les parkings voitures, et puis des rues, et puis quelques espaces verts, parce que dans Albert Thomas, il y a beaucoup d'espaces verts. Demain, comme on passe les parkings sous les immeubles, eh bien, d'abord, on a des ascenseurs, du coup, pour les personnes âgées, c'est plus simple, et on libère de l'espace en surface, et sur cet espace libéré, eh bien, on peut faire des beaux jardins, et puis des beaux bassins en eau. Alors, on va maintenant passer sur l'îlot du Ponant, qui a été aménagé par Eiffage. Vous pouvez voir qu'il avance bien. Et donc, vous pouvez actuellement assister à la mise en couleur des façades. C'est assez joli. Il y a 2 programmes qui sont en cours de livraison. Un autre le sera en 2025 et par la suite, en 2026, viendra la fin de ces programmes. Donc ce sont des programmes privés, mais où il y a beaucoup aussi de logements intermédiaires et du logement social. Voilà. Et le logement intermédiaire, c'est un logement locatif qui est rendu possible en accession à la propriété au bout d'une dizaine d'années. Voilà. Donc ça permet comme ça à tout le monde de se loger. Et comme on traverse une crise du logement, et là vous voyez entre les 2 petits bâtiments là à droite, eh bien, il y aura une perspective en eau
avec des cascades, des ponts, des passerelles, ça va être très joli. Ensuite, l'îlot du Noroît. Là, c'est là que je trouve que c'est un peu haut. Mais il avance bien malgré tout. Donc, le premier bâtiment que vous voyez, c'est un immeuble de logement LLI, c'est-à-dire du logement locatif intermédiaire. Et comme je le disais à l'instant, c'est du logement qui est destiné à des gens qui dépassent les plafonds HLM, mais qui n'ont pas encore les moyens d'accéder à la propriété, ou qui n'y arrivent pas parce que les prêts sont trop élevés, même s'ils ont un peu baissé, et qui donc dans quelques années pourront acheter leur logement, ces logements en question. Ensuite, dans le secteur de l'étang Colbert, alors là où il y avait la garde prétorienne, et puis il y avait un boulanger, il y avait un fleuriste, à l'angle des rues Arufat, Résistance, eh bien, ce petit programme à gauche là, qui est en train de sortir du sol. Il y aura une boulangerie là également, et il y aura l'Étoile du Berger comme boulangerie. Donc ça, c'est pas mal. Ils ont signé le bail il y a quelques jours. Et puis en bas, le projet de la fontaine du moulin. Là, on ne voit pas le moulin, mais on voit les bassins en eau, en tout cas, oui. Et la boulangerie n'est pas sur cette photo. Mais ça sera à peu près en 2026. Normalement, l'hôpital devrait être terminé fin 25, début 26. Donc après, transfert des plateaux techniques et ensuite destruction de l'ancien hôpital et reconstruction de ce quartier que vous voyez apparaître en bas à droite. Alors, l'école François-Patrick a été achevée là, récemment, puisqu'on l'a inaugurée il y a quelques semaines maintenant. Il n'y a plus que la maison des associations à livrer. Elle le sera dans les mois qui viennent, là, juin. Et à la rentrée de septembre, ce sera la crèche et le parking souterrain. Voilà. Et comme on a vendu un bout du terrain pour construire des logements privés, c'est cette vente qui permet de financer une grosse partie de la remise en état de cette école. Puisque c'est un projet de 35 millions, une dizaine de millions ont été financés par le département. Merci, M. Siffredi. Il n'est pas là, mais je le remercie à nouveau. Heureusement qu'on a le département, hein. Et le territoire aussi maintenant, puisque malheureusement ça existe. Donc voilà, et le restant est financé par les impôts des Robinsonnais qui sont ici présents ce soir. Alors, la piscine, toujours le même bazar, c'est-à-dire que on perd beaucoup de temps pour pas grand-chose, puisqu'il y avait une piscine avant, je ne vois pas où est le problème. Donc, il y avait une piscine, on reconstruit une piscine. Eh bien non, la MRAE, imprimez bien ce truc-là, j'en parle régulièrement, la MRAE, c'est-à-dire une bande d'abrutis logés je ne sais pas où, qui passe son temps à embêter les gens qui veulent avancer. Enfin, ils nous font perdre du temps, ils nous font perdre au moins 1 an. Et donc, normalement, ça devrait démarrer en juin, juillet. On est à la merci de ces administrations, vous savez, ces petits hommes gris, dotés d'un pouvoir incroyable. La MRAE, ça a été inventé par l'Europe. Et évidemment, la France a repris l'idée et l'a même aggravée. Et ces gens-là, ils ont tous les pouvoirs, c'est une autorité quasi indépendante. Vous pouvez toujours y aller et râler, accrochez-vous. Et la MRAE, c'est la police de l'eau aussi. Il y a la police de l'eau, parce qu'une seule administration, ça aurait été bête quand même. Donc ils en ont créé 2. J'espère que ces gens-là ne sont pas trop chèrement payés, parce que franchement, ils nous cassent bien les pieds. Bon, enfin voilà. Alors, maintenant, on va passer au collège, et dont on a posé la première pierre avec Georges Siffredi, avec Jean-Didier Berger, le député, monsieur le préfet, que l'on voit à droite, et notre vice-présidente, et l'inspecteur d'académie, qui est derrière. Voilà, donc ça y est, c'est parti. Normalement, il devrait être fini aussi en fin d'année, plutôt premier trimestre 2026. C'est un collège 600 places, et l'avantage de ce collège, qui est financé totalement par le département, c'est qu'il nous offre un gymnase supplémentaire. Donc on vient d'inaugurer le François-Patrick avec son nouveau gymnase. Bientôt, on va inaugurer le Pierrier avec un nouveau gymnase. Et là, le 3e nous sera livré donc, à la fin de l'année, début d'année prochaine, avec un 3e gymnase. Donc ça fait 3e bel équipement sportif pour la ville. Voilà. Et quand ce collège-là va être fini, on pourra détruire... Non, va être, on ne dit pas va être, pardon. Va être fini. Eh bien, on pourra... je l'espère, poser la première pierre du lycée. Je regarde Nathalie Léandry, parce que je l'ai chargée de cette mission difficile, s'occuper de sortir ce projet avec la région. Moi, je pense qu'il faudrait supprimer
toutes ces circonscriptions administratives qui sont trop nombreuses, on va dire qui ne servent à rien, mais qui nous font perdre quand même du temps. Les lycées, ça devrait être confié au département. Ça irait beaucoup plus vite. Il faut supprimer toutes ces strates qui nous gâchent la vie et confier tous les pouvoirs au maire. Parce que ici, au moins... Parce qu'ici, au moins... Ben non, mais parce qu'ici, on est à portée de claque, comme on dit souvent. Mais ici, on est obligé d'être efficace. Vous pouvez pas... Sinon, j'ose plus descendre dans la rue, ni les élus. Nous, on est obligé d'être efficace. On est obligé de bosser. Nous, on n'a pas le choix. On est à portée de claque, c'est vrai. Et voilà, on ne peut pas s'exonérer de nos responsabilités. On est obligé de bosser, d'essayer de bien bosser, quoi. Sinon, ben, on est battu. Les autres, c'est plus compliqué. Hein. Déjà, dans le territoire, le territoire, on pourrait le supprimer, ça serait du temps gagné aussi. Le département est une structure efficace, la ville est efficace, bien évidemment. Je ne parle pas des autres. Je ne parle pas de l'État. Je ne parle pas de la région. Parce que le lycée, ça fait quand même un moment qu'il nous est promis. Hein. Parce qu'avant, il y avait un président de région qui n'était pas de notre sensibilité. Donc on pouvait comprendre que ça prenne du temps, qu'ils nous le promettent, mais que ça reste aux oubliettes. Mais maintenant, on a quelqu'un qui est plutôt de notre sensibilité, et bien même, ça prend du temps. À mon avis, la présidence a changé, mais l'administration a dû rester. C'est ça le problème. C'est les petits hommes gris encore. C'est terrible. Ils sont partout. Ils sont partout. Si certains d'entre vous travaillent à la région, je vous en supplie, faites un effort pour votre ville. Bon, voilà. Et donc, on devrait implanter le lycée sur le terrain de l'ancien collège. Le nouvel hôpital, alors lui, ça avance bien, même, ça avance même très vite, je trouve. Il sera terminé, pareil, fin d'année, début d'année 26. Et donc, on est content d'avoir pu conserver cet hôpital, qui est un hôpital prestigieux, je le dis toujours, avec des équipes qui font un travail évidemment extraordinaire. Surtout qu'on a un bel hôpital. Il est premier au niveau national pour la chirurgie cardiaque pédiatrique. Et il est premier également au niveau national pour la chirurgie du cancer du poumon. Donc, gardons-le. Ils vont créer aussi un centre de santé, mais avec une vocation spécifique, avec tout ce qui est cardiaque. Donc, et il fonctionnera en synergie avec le centre de remise en forme, ce qui est cohérent. Voilà. Je reviens un peu au sport pour parler du PSG Judo. Je l'évoquais tout à l'heure. Donc, le PSG Judo, donc avec tous ces champions, Teddy Riner et tous les autres, Margot Pinault, Roman Dico, qui nous ont remplis de joie cet été, eh bien, vous pourrez les croiser au Plessis-Robinson, puisqu'ils vont évoluer au Plessis-Robinson. Donc ça, c'est pas mal pour nos jeunes, c'est pas mal pour le club, ça c'est chouette. Ah. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait il y a plus longtemps d'ailleurs. J'ai hésité, j'ai voulu ménager le club qui est là actuellement, mais là j'en avais ras-le-bol de voir que ça n'évoluait pas beaucoup, et donc là on est passé à un niveau supérieur. Maintenant, alors je disais, ça c'est pour le judo, et d'ailleurs le dernier entraînement de masse était présidé par des judokas du PSG, et donc c'était très sympa, très émouvant. Donc au Plessis, eh bien, je persiste, je souhaite que chacun ait droit au meilleur et que chacun ait droit au beau, quel que soit son quartier, son niveau social ou son type d'habitat. Et sur cette place, vous voyez, ce sont 2 immeubles de logements sociaux. Il y en a un, il est en face du restaurant chinois à côté du collège Romain Rolland. Donc c'est un immeuble de logement social, vous voyez, c'est très joli. Et puis à droite, c'est rue du Loup-Pendu, c'est un immeuble qui est en train de se terminer. Et il a été décidé par Nada et Marc Bretman. Alors hier, il y avait tous les architectes qui travaillent pour la ville qui étaient là, mais bon, ils n'ont pas pu revenir non plus aujourd'hui. Mais en tout cas, je les remercie à nouveau et je les salue. S'il y en a qui sont là, ils me le disent quand même, parce que je ne les oublie pas, quoi. Et donc voilà. Donc moi, ce que je veux, c'est vraiment du beau pour tout le monde. Je pense que c'est tellement plus sympa, à la fois pour ceux qui y vivent et pour ceux qui passent devant. Voilà. Donc on veut des fleurs pour toutes les saisons, puis on veut de l'eau, on veut avec les fontaines, avec les bassins, avec les plans d'eau. Parce que je trouve que l'eau, ça apaise. On devrait en mettre un peu autour de l'Assemblée nationale, ça ferait du bien. Ça calmerait peut-être les esprits. Chagrin. Quelle honte. Voilà. Alors maintenant, on va s'attaquer à 2 quartiers qui n'ont pas encore été touchés. C'est les quartiers Albert Thomas et Joliot-Curie.
parce que les immeubles sont très anciens, ils ont été construits il y a 60 ou 70 ans. Ces bâtiments sont des vraies passoires énergétiques. Il n'y a pas d'ascenseur pour les personnes âgées. Donc on va s'attaquer à cet immense quartier, c'est à peu près 1500 logements que l'on va Alors, il faut d'abord qu'on passe une convention avec l'État. Donc cette semaine, j'ai rencontré le nouveau préfet de Hauts-de-Seine que je connais par ailleurs. Donc en ce moment, les planètes sont alignées. Et donc il m'a promis que nous pourrions signer une convention avant l'été entre l'État, l'office départemental et la ville. Et donc on pourrait lancer ce projet petit à petit donc, de rénovation de tous ces secteurs Albert Thomas et Joliot-Curie. L'idée, c'est vraiment d'offrir à tout le monde des beaux logements confortables, évidemment avec un confort incomparable par rapport à ce qu'ils ont, et une belle architecture. Voilà. Alors là, on voit deux projets. Et il y en a un celui qui est à gauche, c'est le secteur du Pierrier, donc c'est la société Quartus, dont un représentant est là. Merci, merci Monsieur Quartus. Merci Guillaume. Et puis à droite, c'est un programme de PSLA. Le PSLA, c'est du prêt social location accession, c'est-à-dire que les gens rentrent locataires, mais en fait, ils deviennent propriétaires très vite au bout de 6 mois, et ils deviennent propriétaires à des coûts très intéressants. Le PSLA, c'est un truc pas mal, puisqu'aujourd'hui, il y a peu de... L'immobilier est en crise, le logement est en crise, une crise comme on n'en a jamais connue. C'est un vrai bazar. Donc tous les systèmes de défiscalisation ont été arrêtés. Donc c'est très compliqué pour le logement. Et donc c'est une niche. Le PSLA, ça permet à des gens d'acheter beaucoup moins cher et de devenir assez vite propriétaires. Et donc de pouvoir, au bout de quelques années, revendre, se faire une plus-value et ainsi accéder au parcours résidentiel. Voilà. Donc le PSLA, c'est à la pointe du Moulin Fidèle, si certains voient. C'est un projet qu'on a inauguré il n'y a pas très longtemps non plus, en 2024. Alors, donc, je parlais donc du Pierrier, où il y a le Pierrier, donc on va nous livrer le gymnase, j'en ai parlé tout à l'heure, et un centre de loisirs également. Ça, c'est l'église. Alors c'est pareil, c'est un peu compliqué. On va enfin détruire cette église qui est moche, qui est d'architecture brutaliste. Il faut le faire quand même. Appeler une architecture brutaliste. Quand on construit, ce n'est pas pour être brutal, c'est pour apaiser les choses, pour que le quartier soit sympa. Ah ben non, il y en a qui ont inventé l'architecture brutaliste. Et nous, on s'est dit qu'on allait détruire cette architecture brutaliste. Alors on a fait une bêtise, mais je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises. Après Noël, on disait aux gens d'aller planter leur sapin autour de l'église pour la cacher, tellement elle était moche. Le problème, c'est que les sapins, ils ont grandi. Et que maintenant, aujourd'hui, quand on touche un arbre, on se fait engueuler par la population. Donc on va essayer, il y en a qui ne présentent pas d'intérêt et qui ont été plantés il n'y a pas longtemps, donc on va les évacuer. Ceux qui sont grands, on va essayer de les transférer ailleurs pour pas gaspiller la nature. Et puis, on va reconstruire cette très belle église. Là encore, c'est le groupe Quartus qui va réaliser ce bel ouvrage. Donc vous voyez, il n'y a pas de comparaison entre... l'architecture brutale. Il y en a aussi, remarqué, qui nous ont inventé une autre architecture, c'est l'architecture déchirée. Ben moi, je préfère vivre dans une architecture classique qu'une architecture déchirée ou brutaliste. On est dans le monde, on est chez Maboul de temps en temps. Voilà. Bon, enfin voilà, on va construire. Alors c'est compliqué parce qu'il faut évidemment donc déplacer les arbres, casser cette église, reconstruire le projet qui va permettre de financer la reconstruction de la nouvelle église. Alors j'en avais déjà parlé l'année dernière, j'en reparle parce que je pense que normalement en 2025, on devrait commencer à avancer, je l'espère en tout cas petit à petit. Ça devrait prendre. On a juste un problème de réseau rue du Loup-Pendu, mais bon, les réseaux, on a l'habitude, on en déplace assez souvent. Voilà. Ensuite, eh bien, écoutez, moi je voulais vous dire que je suis très attaché à l'harmonie. Je suis attaché à la paix dans les ménages, la paix en général, et j'ai bien conscience qu'on évolue quand même aujourd'hui dans un environnement extrêmement violent. Il y a la crise politique, bien sûr, avec cette violence exacerbée à l'Assemblée nationale, c'est absolument honteux, et parce que ça peut avoir des conséquences désastreuses sur notre économie, bien évidemment, des effets assez dévastateurs. Et puis aussi le climat qui se déchaîne. Et là, on voit des images de Mayotte. Alors, on a aidé la ville de Valence. On a aidé aussi, on a fait un petit soutien financier
à Mayotte. Et puis je crois qu'ils ont encore eu un cyclone cette nuit. Alors je sais pas, je n'ai pas vu les résultats du cyclone, mais ça n'a pas dû arranger les choses. Je ne parle pas des guerres au Proche-Orient ou à l'est de notre pays, mais il est grand temps de se ressaisir et j'espère que ces conflits vont bientôt prendre fin. En tout cas, je voudrais aujourd'hui vous souhaiter une belle, heureuse année, faire de notre ville, continuer à faire de notre ville un havre de paix et de tranquillité, pendant que ça s'agite tout autour. Essayons de préserver la paix dans notre ville, continuons d'y être bien. C'est tout ce que je vous souhaite. Alors avant de terminer, je vais faire appel à un de mes adjoints, Frédéric Toidy, qui va vous expliquer, parce qu'on va mettre en place un nouveau site internet. Viens par là, Frédéric. Il est délégué au numérique. Ça tombe bien parce que moi, j'y connais rien. Donc, il va nous parler de ce nouveau site. Vas-y, Frédéric. Merci, monsieur le maire. Merci pour vos encouragements. Mesdames, Messieurs, donc, vous avez à l'écran actuellement notre nouveau site internet du Plessis-Robinson qui est en ligne depuis quelques heures et qui succède bien évidemment au précédent. Il a pour caractéristique principale d'être graphiquement sobre, une ergonomie ludique, d'avoir une arborescence repensée, simplifiée, de permettre une navigation fluide, d'avoir des liens vers tous nos réseaux sociaux, ceux de la ville, Facebook, Instagram, X et LinkedIn. Vous retrouverez sur ce nouveau site toutes les rubriques vous permettant de réaliser toutes vos démarches administratives, d'être informé, de consulter nos publications, l'actualité, l'agenda, la photothèque, le plan numérique de la commune, mais aussi nous pourrons à l'avenir vous interroger à travers de petites enquêtes ou de sondages sur des questions bien précises. Ah, mon écran a sauté, mais aussi... Ah, il veut pas. Hein. Ah oui, j'ai mis le micro, c'est pour ça. Oui, je ne comprenais pas. C'est pas au point. Hein. Ah non, c'est pas au point. Voilà, j'arrive. Hein. Pas grave, fais-le oralement. Ouais. Alors, vous pourrez également, à travers l'espace famille, bien évidemment, continuer à régler vos factures, très important pour la commune. On le voit pas. Il dit, si tu le vois là. Ah oui. C'est la page de garde, en fait. Voilà. Tout comme à partir de notre nouvelle application, donc en plus de notre site internet, nous avons une nouvelle application qui va s'afficher, voilà, que vous pouvez bien évidemment télécharger sur vos téléphones, l'installer sur vos Android, vos iPhones, en recherchant dans le moteur de recherche le Plessis-Robinson, et vous pourrez alors télécharger l'application Mon Plessis. À partir de celle-ci, vous retrouverez bien évidemment toutes les informations que vous avez sur le site internet, mais bien plus encore. Également, vous pourrez procéder dans quelques temps à des signalements. Vous voyez un nid de poule sur le trottoir. Eh bien, vous pourrez nous le signaler avec le plan de géolocalisation, prendre une photo et votre signalement sera traité par nos services. Par ailleurs, au fur et à mesure de vos promenades et vos balades en ville, que nous vous souhaitons heureuses, nous le pensons, nous le souhaitons, vous pourrez vous-même prendre des photos de notre belle ville et les mettre sur vos réseaux à vous, en les taguant, merci Cyril, le Plessis-Robinson. Et si ces photos retiennent l'attention du service communication, il faut qu'elles soient belles, il faut qu'elles soient originales, eh bien vous pourrez les retrouver sur la première page du site internet de la ville du Plessis-Robinson, quelque temps. Et bien sûr, vous serez cité nommément, donc à vos appareils photo. Le site, tout comme l'application, sont bien évidemment aux normes handicap, permettant une navigation facilitée et simplifiée pour notamment les personnes à déficience malvoyants ou malentendantes. Pardon ? Ah bon. Voilà, monsieur le maire, le Plessis-Robinson. Ville d'air, ville d'eau, ville verte, ville fleurie, ville propre, ville sécure, ville mixte, et bien désormais, ville numérique. Voilà. À vos claviers. Merci. Tous à vos smartphones. Encore que souvent sur le téléphone apparaissent le temps de
Le temps qu'on passe sur le téléphone, c'est complètement dingue. C'est au moins 5 heures, 5h30, 6 heures par jour. Je ne sais pas comment c'est possible. Tant les jours n'ont pas rallongé. Bon, enfin, pas moi, vous, hein, mais moi, je... Bon, alors en tout cas, voilà. Je voudrais que cette belle histoire qu'on a écrite au Plessis, elle continue, hein, en s'appuyant sur nos racines. On va ouvrir cette année le petit musée du Plessis-Robinson. C'est dans le rez-de-chaussée, dans la petite guinguette d'accueil de la ville. Sur le côté, là, il y a des petits souterrains, on les a aménagés, donc on va ouvrir un petit musée prochainement. Voilà. Je voudrais donc terminer, hein, en vous souhaitant à toutes et à tous une très belle année, à vous, mais aussi à ceux qui sont dans la salle de cinéma, qui ne sont pas directement là, mais qui nous suivent. Et puis, avant de terminer, je voudrais vous passer un dernier petit film sur les décorations de Noël. Et une nouvelle fois, je salue le travail des équipes techniques, bien sûr, mais aussi de Christophe Amiot, qui a suivi ce dossier personnellement. Bon, les autres aussi ont travaillé, hein, mais là, cette année, c'est vrai que c'était particulier. Donc, encore une fois, merci Christophe. Et donc, on va passer ce petit film maintenant. Il me reste à vous souhaiter une très belle et très heureuse année 2025 et à vous inviter à nous retrouver autour d'un verre, à la fois dans la salle Palladio et dans le hall d'accueil. Merci beaucoup pour votre présence.